Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, durant la prochaine heure, on va oser rêver. Ça, ce sera durant la prochaine heure, comme je l'ai mentionné. On va aussi parler avec M. Bertrand Labasse qui va nous expliquer ce qui motive nos différentes actions, nos différents choix, nos préférences. Et tout de suite, pour commencer, parce que là, je ne vais pas la retenir plus longtemps, Anne-Marie de Retraite en Action a décidé de se détacher de son planning très chargé pour venir partager avec nous les bonnes nouvelles qui s'en viennent à Retraite en Action. C'est bien ça? Absolument. Oui. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'on fait notre Bienvenue dans l'Ouest le 13 février. Ce jeudi, oui. Ce jeudi, à 10 h le matin, à la Maison de la francophonie d'Ottawa. Oui. Enfin. L'adresse, je le mentionne parce que c'est pas encore très connu. Oui, c'est le 2720 rue Richmond. Et on va être là à partir de 10 h et on va faire une émission, c'est-à-dire on va d'abord visiter la maison. Parce que c'est assez nouveau pour les gens, oui. C'est tout à fait nouveau. Il y a encore plein de locaux inhabités. Il n'y a pas de meubles encore d'arriver. Alors, on va visiter ça pour nos membres. Et après ça, on va faire une émission de radio live. Matière grise, qui est une émission pour les aînés de 55 ans, les jeunes aînés on dira, de 55 ans et plus, et avec Unique FM. Okay. Alors, on va faire une émission live de la Maison de la francophonie et on va présenter la programmation de Retraite en Action. On va aussi recevoir Monsieur Ronald Bisson, qui est le président du CA de la Maison, qui va venir nous parler de l'historique, tous les hauts et les bas pour la création de cette maison-là. Et après, on va recevoir aussi des membres de notre conseil d'administration qui sont des membres qui vivent dans l'Ouest. Okay. Alors, on en a 2 sur 4 qui peuvent être présents ce matin-là. Et il s'agit de Bernard Caron et Marie-Louise Chartrand. Okay. On va aussi avoir des bénévoles impliqués à Retraite en Action qui font des activités dans l'ouest d'Ottawa. Il y a Mme Bénard et Mme Goulet qui font des ateliers de la marche, de la raquette, qui vont venir nous parler de leur expérience comme bénévoles à Retraite en Action. On va aussi avoir un partenaire d'affaires de très longue date à Retraite en Action. Il s'agit de Serge Duhem, qui est de la financière Banque nationale. Et lui, il est impliqué avec Retraite en Action. Il nous donne des sous à chaque année. Et il nous accompagne, il est présent à des activités. Il fait des tirages pour les membres et il va venir nous expliquer pourquoi c'est important pour des professionnels ou des organisations de s'impliquer auprès d'organismes à but non lucratif comme Retraite en Action. Oui. Intéressant. Il va nous rester 3 minutes dans ce temps-là. OK. Donc, on va aller avec... Ça, c'est pour la Maison de la francophonie. Juste jeudi 13 février. Ça, oui. Si vous voulez venir, vous devez appeler à Retraite en Action pour vous inscrire. OK. Site web, on a le numéro dessus. Oui, absolument. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on en parle. Ça, c'est pour le jeudi dans l'Ouest. Ça, c'est les activités qui s'en viennent. Les informations sont sur le site web. Oui. Bien évidemment, j'aimerais qu'on parle, en fait, maintenant du défilé. Parce qu'il y a un défilé qui s'en vient, là. C'est vraiment important qu'on partage ça avec le monde. Oui. Le défilé, c'est la 2e édition du défilé de mode de la présidente de Retraite en Action. D'accord. Alors, l'an dernier, on a fait le premier et c'était un franc succès. Et ça se passe chez Shepherd Fashion, qui est au Train Yards. Et il faut mentionner que c'est une activité de financement. Donc, pour nous, c'est de faire des sous. Et ce seront des membres de Retraite en Action et des employés de Retraite en Action qui vont faire le défilé. C'est pas moi, je le dis tout de suite. J'ai le vertige. Mais ça va se passer, ça commence à 6 h. C'est le 25 février, mardi 25 février à 6 h. La semaine prochaine. Le défilé commence vers 6h30. Ça se termine vers 19h20 environ. Et après ça, on invite les gens à magasiner chez Shepherd. Ouais. C'est un peu spécial parce que tu magasines, on est 80 personnes environ et on se connaît, on vient de participer à ce défilé de mode-là. Alors, il y a comme une petite connivence. Une ambiance familiale aussi. Oui. Et ce qui est important aussi, Shepherd Fashion a la gentillesse de remettre 10% des ventes qui ont lieu, qui sont faites durant la soirée, qui remettent ça comme profit à Retraite en Action. Oui. Ça, c'est vraiment bon à savoir. Oui.
Alors, ça coûte 40 $ pour participer. OK. Et les places sont comptées, comme je dis. C'est clair, il faut s'y prendre un peu tôt, là. Ouais. Oui, il faut réserver encore là en appelant à Retraite en Action 613-860-1099, poste 1 pour me parler. Alors, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et puis, tu reviens quand tu veux nous revoir pour nous annoncer qu'est-ce qui s'en vient toujours avec Retraite en Action. Merci encore. Gentil. Là, je vais te laisser aller. Là. Okay. Alors, beaucoup. vous, à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, vous savez, on n'a pas pu le mentionner, mais il y a plein d'activités hivernales qui s'en viennent avec Retraite en Action. Et c'est des activités, je vous dirais, là, assez intéressantes. Danse, yoga et puis en tout cas plein d'affaires d'autres. www.retraiteenaction.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour avoir plus d'informations et pourquoi pas les soutenir pour le défilé de mode qui s'en vient. Après la pause, on va parler de tout ce qui s'en vient comme activité familiale au Musée des Beaux-Arts du Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, la fête de la famille s'en vient à grands pas. Le musée des Beaux-Arts du Canada a préparé une programmation, je dirais, des plus intéressantes pour le monde. Hein? Oui, on invite les familles à se joindre à nous. On a notre programme Artissimo. Vous connaissez? Oui. Nathalie, je pense que tu étais venue, puisque je pense que tu es gestionnaire des programmes familiaux là-bas. Tu étais venue il y a une année, comme ça, parler de ça. Ouais. Alors, Artissimo offre des activités pour les familles dans le jardin du musée et à l'atelier. Alors, les familles peuvent créer à l'atelier un projet collectif recyclé. Okay. Alors, papa, maman peuvent s'amuser autant que les enfants. Et au jardin, c'est une activité inspirée de perlage qu'on offre. Il y a il y a un film qu'on présente à 2 reprises en après-midi. D'accord. C'est le jour de la journée même? La journée de la famille, okay. Oui. Tia et Pujuk, c'est un film sur l'amitié de 2 petites filles de 10 ans. Okay. Une réfugiée syrienne et une qui vient de l'Arctique. D'accord. Ensuite, il y a des représentations de chants de gorge. C'est un duo qui s'appelle Tanirik et 2 jeunes filles qui vont impressionner le public avec leur chant inuit. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment pour la journée de la famille. Donc, en l'après-midi, c'est vraiment pour la projection de film, c'est bien ça? Et ensuite de ça? Et les 2 présentations. Okay. Il y a une présentation anglophone et une francophone avec sous-titré. D'accord, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que pour ça, est-ce qu'on doit comme juste se présenter, prendre le billet, puis on a accès à ça ou c'est vraiment spécifique? Oui, toutes les activités sont incluses avec les droits d'entrée. D'accord. On n'a pas beaucoup parlé d'Artissimo, on a juste briefé un peu, mais je pense qu'il y a Artissimo Studio qui s'en vient. Tu m'as dit que c'était pas si nouveau que ça depuis
depuis une année, je pense. Artissimo et Artissimo Studio, c'est nos programmes à l'intention des familles qui ont des enfants de 3 ans et plus. 3 ans et plus, OK. Et c'est généralement offert tout le temps, les week-ends, les jours fériés. Je vois les images. Oui, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est le projet de février. À chaque mois, les projets changent. OK. Et ça, c'est à l'atelier. Alors, c'est des objets recyclés, du fil, des boîtes, etc. Et on invite les familles à créer des personnages imaginaires ou des créatures ou des machines imaginaires à aider papa, maman. Artissimo régulier, qui est le kiosque qui se retrouve dans le jardin. Et les enfants peuvent participer à des chasses au trésor, se déguiser comme des personnages dans les œuvres. Et encore une fois, on invite les parents à s'amuser avec eux. Je trouve que le musée, c'est un bel environnement qui est calme, mais aussi où est-ce que toute la famille peut avoir du plaisir ensemble. D'accord. Ensuite de ça, il y a aussi la relâche, on va dire. Ça se complète là. Après la fête de la famille, il y a aussi la relâche aussi qui s'en vient. Je pense que vous avez des activités. Oui, la relâche, mais les programmes Artissimo, le kiosque et Studio vont continuer pendant la semaine ontarienne et québécoise. Parfait. Et aussi pendant la semaine ontarienne, on a le Manitoba Clock qui va faire un atelier avec des jeunes autochtones dans le Grand Hall. Les jeunes vont créer des mocassins. Alors, le grand public peut les observer en train de créer leur projet, mais aussi le grand public va être invité à apprendre à comment faire des boucles d'oreilles en perlage. OK, il faut juste les regarder ou est-ce que le public sera invité aussi à manipuler? À faire les boucles d'oreilles. OK, juste les boucles d'oreilles. Juste les boucles d'oreilles, mais les jeunes vont créer leurs mocassins devant nous. D'accord. Ça, c'est pour la relâche scolaire, donc 2020. Il faut avoir la programmation. Je pense qu'on va juste sur le site web. Beauxarts.ca. Je suis sûre que c'est pas juste la seule activité, mais on n'a tellement pas beaucoup de temps, là. Et puis, à Badakone, je ne sais pas si je le dis bien, là, mais ta collègue qui vient ici habituellement, José nous a parlé de cette belle exposition-là. Je pense qu'il se termine en début avril. C'est ça, c'est ça. Puis il y a plein d'activités qui entourent à Badakone. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeudis soirs, lorsque le musée est gratuit, on a des visites à l'intention du public. Alors, il y a des guides, des interprètes qui animent des visites en anglais et en français. Alors, c'est une belle façon d'apprendre au sujet de l'exposition. Et le week-end, on a des ce week-end aussi, des mini-causeries qui sont gratuites avec les droits d'entrée. Le week-end, c'est à 14h et 14h30, français et anglais. Et vous pouvez apprendre sur une œuvre en particulier de l'exposition. Parce qu'il y en a combien d'œuvres pour Badakone? Je pense que plus d'une trentaine, non, je pense, pour les œuvres d'Abadakone. Je pense que c'est ça qu'elle avait dit. Je sais pas, pour l'exposition. Oui, c'est une grande exposition qui regroupe des œuvres à travers le monde. En fait, je pense de plus de 70 artistes. Plus de 70 artistes. Donc, d'accord, les causeries sont gratuites avec le droit d'entrée. On peut participer. Oui, et jeudi soir, c'est gratuit. Oui, on aime gratuit, bien ça. Point. Gratuit, point, oui, c'est ça. L'entrée est gratuite et les visites qu'on offre sont gratuites également. D'accord, donc plein d'activités qui s'en viennent, mais là, on va parler d'été. Je me disais tantôt... OK, on va parler des inscriptions pour les camps d'été, mais c'est encore loin. On va garder ça pour la fin, mais tu me dis que ça passe super vite, là. Oui, c'est parce que le 24 février prochain, c'est l'ouverture des inscriptions pour nos camps d'été. Oui. Et l'an dernier, il y a une de nos semaines qui s'est vendue en 5 minutes. Alors, si les familles ont des petits créatifs à la maison, on offre des beaux programmes pour les 6 à 12 ans et un camp photo pour les 12 à 14. Alors, il faut faire vite. 9h le matin, le 24 février, c'est le moment d'inscrire les enfants pour les camps d'été. Donc, à partir de 9h, je fais quoi? Juste appeler ou est-ce que je dois... OK. Vous rendez sur la page des camps d'été. OK. Et il va y avoir des onglets spécifiques là, à cliquer pour la semaine de votre choix. D'accord. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. Alors, moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter www.beauxarts.ca. Tout d'abord, pour avoir l'activité, la programmation pour la fête de la famille. Ensuite, les causeries pour Abadakone. Et n'oubliez pas, vous les parents, le 24 février, à partir de 9h, c'est l'ouverture officielle pour l'inscription pour les camps d'été. Il y a peu de place, je dirais, parce que ça part très vite. Donc, prenez-y-vous vite. www.beauxarts.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va découvrir des beautés monstrueuses. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus, à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Tes regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bague. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va découvrir des beautés monstrueuses. Et vous voyez comme il n'y a pas de... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, mais Sonia Delray, conservatrice principale des dessins et estampes au Musée des Beaux-Arts du Canada, va nous l'expliquer. Parce qu'en fait, je pense que tu es à la base de cette exposition-là. Tu as travaillé fort dessus. Hein? Ah oui, quand même. Dans notre collection, on a énormément d'œuvres sur papier. On parle d'estampes, de dessins. On en a au-delà de 30 000. Et parmi celles-ci, j'ai vu qu'à l'époque de la Renaissance et de l'ère baroque, il y a vraiment toute une panoplie de créatures étranges qui prolifèrent dans ces dessins et estampes. OK. Est-ce que tu pourrais juste m'expliquer un peu la différence entre le dessin et l'estampe? Alors, le dessin, c'est simple, avec une plume ou un crayon directement sur la feuille de papier, alors que l'estampe est une méthode de reproduction. Alors, on va prendre une planche soit en bois, soit en métal, y graver notre composition, notre dessin. Et là, ensuite, en ancrant la planche, on peut tirer des impressions multiples de cette œuvre-là. Ah, OK. C'est comme si on faisait un dessin et puis on voulait l'avoir comme en plusieurs copies. Et c'est ça aussi ce que l'exposition démontre, en fait, c'est qu'à cette époque-là, à la Renaissance, c'est le moment où la production du papier devient importante en Europe et également l'invention de l'impression vers 1450. Alors là, tout à coup, au lieu de voir des images seulement sur des peintures ou des fresques dans des palais, on a des images sur papier qui peuvent circuler à travers le continent. Et c'est pour ça qu'on voit justement toutes sortes d'images étranges qui commencent à circuler à travers les pays européens. Je suis juste curieuse de savoir, c'est quoi que ces images représentaient à cette époque? Il y en a là, des images. Donc voilà, l'exposition présente ce paradoxe des beautés monstrueuses. Alors le paradoxe, c'est qu'on voit toutes sortes de démons, de dragons, etc., qui sont par contre exécutés avec énormément de talent, d'ingéniosité par les grands artistes de la Renaissance et de l'ère baroque. On parle de qui? On parle du grand peintre allemand Albrecht Dürer, par exemple, ou encore du grand maître italien Andrea Mantegna, dont on peut voir, le voilà, cette œuvre très, très célèbre qui s'intitule « Le combat des dieux marins ». Et cette estampe se retrouve dans la section de l'exposition qui parle des monstres marins. Alors là, on peut s'imaginer que même si on pouvait naviguer l'océan à cette époque-là déjà, on ne pouvait pas explorer l'océan en profondeur. Alors là, on pouvait s'imaginer toutes sortes de créatures qui se promenaient dans la noirceur des profondeurs de l'océan. Et voici justement une image qui nous montre certains de ces monstres qui auraient pu exister, du moins dans l'imaginaire des gens à la Renaissance. C'est une œuvre qui date de 1485. Donc, c'est extrêmement ancien. Et on voit que l'imagination débridée des artistes prend forme... Elle va loin, l'imagination des artistes. Alors, on a différents dieux ici qui se promènent sur l'eau, sur des dragons, des chevaux ailés. Mais vous voyez le raffinement de cette composition. C'est exécuté d'une façon brillante par l'artiste Andrea Mantegna. Et c'est l'une des 70 œuvres qu'on peut voir dans l'exposition Beauté monstrueuse. Mon Dieu, il y a 70 œuvres à voir. Il y a 70 œuvres à voir.
voir. Bravo, Sonia! Mais c'est une belle exposition qui va enchanter autant les adultes que les enfants. Et justement, pour faire plaisir aux enfants... J'allais poser la question parce qu'il y a des images, en fait, qui font un peu peur. Mais en même temps, c'est beau pour nous autres, là. Ouais. Voilà. Donc, on espère faire ressortir l'aspect ludique de l'exposition en proposant 2 activités à même l'espace d'exposition. La première est une chasse aux monstres qu'on peut voir ici sur la feuille. Alors, dans cette chasse aux monstres, on a regroupé plusieurs des créatures qu'on retrouve dans l'exposition et les enfants, ou les adultes aussi, peuvent se promener dans l'exposition, tenter de localiser ces monstres et ensuite ils peuvent amener la feuille à la maison et la colorier. Je peux vous lire le petit poème qui accompagne cette activité. Avec cette image comme indice, trouve les monstres qui s'y tapissent. Puis chez toi, colore une ronde de beauté monstrueuse ou bien immonde. Alors ça devient ludique du coup. Oui, voilà. Donc c'est une façon de rendre nos monstres un peu plus attachants, surtout pour les enfants. Fait que là, on a vu l'image de Monsieur Andrea, tu te dis Mantegna. En fait, tu me parlais d'une partie de cette exposition qui parlait des beautés monstrueuses marines, c'est ça? Oui, voilà. Elle est divisée en combien de... En 4 sections et on peut justement peut-être montrer une des images qui vient de la première section qui est vraiment, qui parle de démons finalement. Alors, les monstres à la Renaissance sont vraiment très, très présents dans les récits bibliques. Donc, les artistes puisent dans les récits bibliques ainsi que dans la vie des saints. C'était la photo à qui? Comme ça, on pourra la retrouver c'est la suivante, oui. La suivante, la voilà, de Jacques Callot. Alors, on voit ce fantastique dragon qui crache non seulement du feu, mais également d'autres monstres de sa bouche. Et il y a une panoplie de créatures menaçantes qui viennent assaillir Saint-Antoine, qui lui est tourmenté par tous ces démons. Alors, la première section, vraiment, de l'exposition se base... Oui, voilà, les démons. Et c'est vraiment les récits de la Bible qui ont inspiré les artistes. D'accord. Donc là, on parle de démons, on parle de beauté monstrueuse sous-marine. Ensuite, la troisième, ça serait quoi? Les créatures mythologiques, hein, parce que dans les mythes gréco-romains, on retrouve des centaures qui sont des créatures mi-hommes, mi-chevaux. On retrouve également des créatures mi-hommes, mi-bouc qu'on appelle des satyres. Il y a le magnifique cheval ailé Pégase qui naît de la tête tranchée de la méduse avec ses cheveux de serpent. Alors, il y a toutes sortes de monstres fabuleux. Et finalement, l'exposition se termine avec une section qui s'intitule Beauté ornementale, ou plutôt monstres ornementaux. Là, on voit où ces créatures hybrides prêtent leur forme à toutes sortes d'objets de la vie du quotidien. Donc, on peut retrouver ces formes-là sur Est-ce qu'on a une photo? Non, malheureusement. D'accord. Il faut aller au musée. Il faut aller voir l'exposition. Et j'aimerais rappeler aux gens, justement, que toutes les œuvres de l'exposition font partie de la collection du Musée des Beaux-Arts du Canada et donc appartiennent à tous les Canadiens. Alors là, je vous encourage vraiment à venir voir les œuvres de votre collection. Alors, ça a déjà débuté, là, je pense, depuis début janvier ou novembre? Depuis novembre. Depuis novembre, c'est ça. Et puis, ça se poursuit jusqu'au mois de fin mars, jusqu'au 29 mars. C'est bientôt terminé. Donc, oui, donc, on a encore le temps. Et d'ailleurs, on a une activité qui arrive bientôt. Jeudi 20 février, oui. Voilà, jeudi 20 février, le jeudi créatif. Alors, on a un artiste local du nom d'Émile qui va nous montrer comment dessiner des créatures fantastiques de notre propre imagination. Alors, ce jeudi-là, il faut faire quoi pour avoir accès? On se présente au musée à partir de 17h30. L'entrée est gratuite, l'activité est gratuite. Vous pouvez voir l'exposition gratuitement. Est-ce qu'on vient avec nos outils? Non, tout est fourni. Vous venez avec votre imagination. Merci beaucoup, Sonia. Tu as un peu démystifié tout ce que j'avais en tête. Et puis moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le www.beauxarts.ca pour voir des beautés. Qu'est-ce que j'ai avec la bonté? Mais c'est des beautés monstrueuses qui sont vraiment bonnes. Alors, après la pause, on va parler maintenant d'une autre exposition. Et là, on va oser rêver. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie.
car sa vie le retient du peu, il tient encore dans les mains le reste. Il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, la pitié est maître à se vouloir d'exil. Cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai mentionné avant la pause, on va parler d'Oser rêver, qui est une exposition qui est ouverte depuis un bon bout de temps à Rideau Hall, oui, à la résidence officielle de la gouverneure générale. Et Élise, en fait, tu as travaillé sur la conception, sur la mise en place de cette exposition-là. Oui. D'où est-ce que c'est venu l'idée de faire une exposition? Très bonne question. En fait, on a le privilège merveilleux d'avoir une gouverneure générale maintenant qui est en mandat, qui avait une carrière exceptionnelle. Puis je pense que c'était la seule seule Canadienne à avoir une carrière en tant qu'astronaute avant. Donc, chaque gouverneur général arrive à Rideau Hall avec un bagage très unique. Et là, on avait l'occasion d'avoir une ancienne astronaute en tant que gouverneur général. Donc, c'est une belle opportunité de pouvoir travailler avec ce matériel-là, puis explorer ce sujet-là et de le mettre en exposition. Donc, c'était une offre très généreuse de sa part de nous prêter ces objets de sa collection personnelle. Puis nous, on a travaillé un petit peu de notre côté pour mettre en œuvre ces expositions-là, puis pouvoir le partager avec le public. Alors, cette exposition-là, elle nous parle de quoi? Oui, on va parler de la carrière de la gouverneure générale, mais c'est peut-être pour réveiller quelque chose chez les personnes qui vont la voir. Hein? Oui, c'est ça. Donc, ça commence à la base. L'idée a commencé à la base de pouvoir parler de la carrière de son Excellence en tant qu'astronaute. Mais quand on a commencé à découvrir un petit peu le sujet, puis moi, en tant que chargée de projet, j'explorais, je faisais beaucoup de recherches et on a décidé aussi de faire un petit peu deux pierres d'un coup. Donc, on voulait vraiment recréer une nouvelle expérience pour les visiteurs lorsqu'ils rentrent à Rideau Hall, passent par le détecteur de sécurité et puis là, pouvoir rentrer dans un espace à Rideau Hall qui accueille bien les visiteurs. Donc, pourquoi pas remplir les murs de photos incroyables du Canada. D'accord. Donc, des grands formats de photos, une photo par province et territoire. Et toutes ces photos-là ont été prises par des astronautes. Certains Canadiens, certains de l'international, parce que c'est une grosse communauté qui se tiennent très, très proches. Puis c'est ça. Donc, ça, c'est la première partie de l'exposition. Donc, est-ce qu'il y en a combien de parties? C'est une exposition qui suit, mais les sujets sont un petit peu divisés en ces deux parties. Deux parties, parfait. Ouais. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1, si on veut. Et ensuite, on traverse dans une prochaine pièce qui, là, on parle plus de son excellence et sa carrière à elle, puisqu'on avait accès à ces objets. Donc, le sujet c'est très généreux de sa part. Là, oui, très, très justement. Donc, le sujet part vraiment de la communauté plus internationale et ensuite, on a l'occasion de voir des objets très personnels. Puis moi, je l'ai toujours vu un petit peu comme une étude de cas. Donc, oui, on parle des objets de son excellence puisque c'est sa collection privée et on voit je pourrais vous parler un petit peu de la variété des objets qu'on présente, mais on peut, en tant que visiteur, on s'associe beaucoup à ces objets parce qu'on a tous, chez nous, une boîte d'objets qui vient... La boîte à outils. Oui, c'est ça. Oui, une petite boîte à souvenirs ou, tu sais, des boîtes qu'on déménage de maison à une autre puis qu'on garde toujours parce que c'est tellement précieux. Donc ici, on a eu accès aux objets de la collection de son Excellence, mais ça aurait pu être n'importe quel astronaute, ça aurait pu être n'importe quel autre gouverneur général qui arrive avec ces objets de leur propre collection. Mais ils auraient été les mêmes. Oui, exactement. Donc
là, on a l'occasion d'explorer ce sujet-là, mais qui sait plus tard. D'accord. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme on parle d'objets personnels de son Excellence? Qu'est-ce qu'elle a donné? J'ai vu déjà un uniforme. Oui, un uniforme qui un petit peu qui nous accueille dans l'espace. Puis après, on a divisé les objets en 2 grands thèmes pour le rendre accessible pour les visiteurs. Okay. On a des gens de tous les âges qui viennent à Rideau Hall, soit des petits de 4-5 ans qui vont rêver. Qui là, vont oser rêver. Oui, c'est ça. Et on a des gens qui sont des scientifiques aussi, donc le matériel doit être assez détaillé pour eux. Donc, on a décidé de diviser le matériel en 2 grandes collections, si vous voulez. D'accord. Donc, une vitrine qui explore plus le côté technique, le côté travail, formation. Donc, on a des calepins, des équations que je comprendrai jamais. J'ai vu l'affiche, en fait, avec plein d'équations dessus. OK. Là, on est d'accord sur un point. C'est ça, je savais un petit peu de quoi ça parlait, on l'a mis dans l'exposition, puis il y a les gens qui comprennent. On a aussi des bouquins, des notes, j'ai vu une carte du monde. Oui, une carte du monde, okay. C'est ça. Donc, quand les astronautes sont sur la Station spatiale internationale, puis qu'à chaque heure et demie, ils font le tour de la Terre, c'est ça. Donc, 45 minutes au soleil, 45 minutes en noirceur. Donc, pour pouvoir savoir se repérer où ils se trouvent sur la Terre, ben, on a ces grandes cartes-là qui ont les coordonnées qui peuvent, à les aider à se placer. Sinon, donc c'est ça, beaucoup de ces genres d'objets-là. Un dictionnaire russe-anglais, parce que c'est une des langues très pratiquées sur la Station spatiale internationale. Puis on a aussi des objets qui... On ne pense pas des fois à ce petit côté technique-là, le côté de devoir travailler en apesanteur, mais des calepins avec un support qu'elle s'attachait à la cuisse avec des velcro, donc pour pas perdre ses outils en apesanteur. C'est clair. Donc vraiment beaucoup de ces genres d'aspects-là qui rend le métier d'astronaute accessible puis qu'on puisse le comprendre. Et ensuite, ça nous amène à la 2e section, le 2e thème des objets, qui est le côté personnel. Donc, justement, la photo qu'on voit à l'écran en ce moment, où on voit... je vois des cuillères même! Oui, c'est ça! Donc, la bouffe, comment manger en apesanteur, le type de nourriture, comment c'est empaqueté. Donc, les questions qu'on se pose toutes. Chacun. Comment est-ce qu'on mange dans l'espace? Comment est-ce qu'on boit? Comment est-ce qu'on boit? Exactement. Tous ces genres de petites questions-là qu'on a eues. Mais ça rend le travail, le métier d'astronaute, ces personnages sont des humains dans l'espace. Oui. Ils ont des besoins comme nous, comme vous et moi. Et aussi, on voit dans la vitrine, justement, au milieu, au tout milieu de cette vitrine-là, on voit un dessin d'enfant. Donc, Son Excellence a fait 2 missions. Okay. Lors de sa 2e mission, elle avait un petit garçon de 6 ans qui a maintenant 16 ans aujourd'hui. Oui. Donc, son petit garçon... fait le dessin? C'est ça, il a donné un dessin. Pour lui, c'était la meilleure des chances pendant sa mission. On voit une maison, un soleil, des arbres, donc des choses que Son Excellence n'aurait pas pu nécessairement voir dans l'espace. C'est vraiment gentil d'avoir partagé tout ça avec le public. Oui, c'est ça. Donc, c'est une belle chance de pouvoir non seulement venir à Rideau Hall pour découvrir la résidence, mais aussi voir cette exposition avec un aperçu très exclusif de la vie personnelle de Son Excellence, mais aussi en apprendre beaucoup à propos du métier d'astronaute et l'excellence canadienne, avec quelques histoires de d'autres astronautes canadiens qui soit viennent juste de revenir de l'espace. C'est intéressant, ça. Ton équipe et toi, vous avez fait un beau travail. C'est bien détaillé et là, ça me donne le goût même d'y aller. Alors, je sais que pour les visites d'hiver, je ne sais plus trop si je me trompe, corrige-moi si je me trompe, mais il faut prendre un rendez-vous. Oui. OK, c'est ça pour l'hiver. Donc, pour cette saison, pendant l'hiver, c'est ça, on demande seulement des réservations. C'est ça, un petit appel rapide pour faire une réservation pour pouvoir venir visiter Rideau Hall. Donc, on va avoir une visite guidée. Donc, d'une pierre deux coups, on fait la visite guidée. Exactement. Donc, l'exposition fait partie de l'expérience de visite guidée. Parfait. Donc, c'est un petit peu dommage que les gens ne peuvent pas venir simplement pour voir cette exposition-là. Mais le côté positif, c'est que vous allez avoir une visite de la résidence. Et pourquoi pas, je le dis toujours, pourquoi ne pas la rencontrer dans un couloir en train de passer? C'est jamais. Puis aussi, justement, dernièrement, c'est le domaine de Rideau Hall qui est ouvert à l'année longue, sans réservation. C'est un parc, vous venez marcher, venez en profiter. La neige qu'on a eue justement là, ce matin, c'est féerique. Donc, venez marcher, venez
voulez faire de la raquette, vous pouvez venir patiner, puis vous réchauffer à l'intérieur avec une visite guidée. Merci beaucoup, Sonia. Ça m'a fait... Oh, j'ai dit Sonia, pardon, Élise. J'ai pensé encore à l'exposition au Musée des Beaux-Arts. Merci beaucoup. C'est ça, 2 expositions. Alors, je vais inviter les gens à la maison à visiter le www.gg.ca, en fait, pour faire vos réservations, pour aller voir Harry de Wall, l'exposition Oser rêver. Après la pause, on va découvrir pourquoi vous faites les choix que vous faites. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop now. Mag way with your susu anytime. Tired of deception, no. Wax God Montons tous avec un plomb, les raisons, seul quoi c'est. Marchons tous à pas de plomb, des raisons, tous aux aguets. Montons tous avec un plomb, la vérité à 2 visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous, l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec un plomb, gardant la forme, mais pas le fond. La vérité, soit elle est dite, ou soit en France, c'est ce qu'on apprend. They want it so bad. They want the truth of me getting on me would have glad. They want it so bad. It's your world, man. They want it so bad. They want the truth of me getting on me would have glad. They want it so bad. It's your world, man. Nous montons tous, cogite en noir, pendant en blanc. La perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade d'avoir l'air bouche? Nous montons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face dans ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant de la valeur des informations. Et avec moi, M. Bertrand Labasse, qui est en train de travailler sur ce projet-là. C'est un ouvrage qui va nous aider à nous, je peux dire, à nous comprendre un peu, là, quelque part. Je pourrais le dire comme ça, hein? Ouais. Vous pourriez le dire comme ça, je ne pourrais pas le confirmer parce que ce serait très prétentieux, mais en tout cas, à nous comprendre un petit peu mieux, oui. D'accord. Alors moi, pour quelqu'un qui ne connaît pas votre domaine, vous êtes professeur au département de français et de communication à l'Université d'Ottawa, mais vous faites beaucoup de recherches, comme on a parlé de compréhension. Comme tous mes collègues. Oui, c'est ça. Et tout de suite, là, j'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous, si vous devriez définir la compréhension humaine? En 2-3 mots, là. En 2-3 mots? Oui. C'est difficile, complexe. C'est possible. C'est ce qui nous permet d'assembler des schémas de connaissances pour créer un modèle mental des choses, pour nous représenter les choses dont nous entendons parler. D'accord. À la limite, le fait de dire « je ne vois pas de quoi on parle d'un point de vue psycholinguistique, c'est beaucoup plus juste qu'on ne le croirait. Comment ça? Eh bien, quand vous ne vous représentez pas quelque chose, quand les mots sont obscurs, eh bien, vous ne pouvez pas construire ce qu'on appelle un modèle mental, c'est-à-dire c'est comme on ne peut pas avoir de fil conducteur, en fait, dans notre esprit. D'accord. Alors, pour vous, vous avez parlé de vos collègues, là, bien évidemment, mais je pense qu'il y a des décennies, bien auparavant, des gens ont essayé d'expliquer de leur manière, à leur manière, en fait, pourquoi est-ce qu'on faisait des choix que nous, on fait. Ah oui, c'est un tout petit problème puisqu'il a 2400 ans environ. C'est ça, 2400, c'est ça que j'ai vu. Ça date de longtemps que les gens essaient de comprendre ça. Ben oui, c'était le fondement de la rhétorique classique. Depuis tout le temps, on se demande pourquoi est-ce que les gens s'intéressent ou pas à un discours. Pourquoi est-ce qu'ils retiennent un livre plutôt qu'un autre. N'importe quel auteur, moi compris, se demande est-ce que mon livre va intéresser. Et n'importe quel blogueur ou youtubeur se pose la même question. Ça pose la question du populisme, ça emporte beaucoup de choses. C'est la question du débat public. Alors, c'est quoi les différentes pensées qui sont sorties par rapport à ça depuis 2000 et quelques ans? Je vais les résumer en 2 courants. C'est un peu arbitraire, mais c'est le seul moyen de s'y retrouver dans ce que Thomas Kuhn appellerait un fatras. C'est-à-dire que c'est un amoncellement de théories qui sont excellentes, qui sont toujours partielles, sous un angle particulier. Mais quand vous les considérez tous, ça reste un fatras. Pour simplifier, on peut se rapprocher de 2 courants.
Le premier, c'est ce qu'on appelle la tradition hédonique. C'est l'idée que ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous produit beaucoup d'effets ou de plaisir et nous demande peu d'efforts ou de peine. Ça vient de Hume, c'est une tradition philosophique qui a ensuite dominé la psychologie pendant plus d'un siècle et qui a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui en pragmatique la théorie de la pertinence de Sperber Wilson, qui en est l'héritière. D'accord. Donc ça, c'est le volet, je pourrais l'appeler philosophique, quelque part? Psychologique. Psychologique, ok. Psychologique ou cognitif ou hédonique, comme vous voulez. Il n'en revient pas moins que quand on choisit un film le soir, parfois on préfère voir un film d'action qui va produire beaucoup d'effets et qui ne demandera pas beaucoup d'efforts, plutôt que de choisir un Bergman ou un Antonioni, qui produit un effet plus subtil, plus diffus et qui demande beaucoup plus d'efforts. Donc c'est vers ça qu'on... Là, c'est la première pensée. Ouais, j'allais dire que finalement, là, de cette théorie hédonique, là, je peux me dire, la vie de tout le monde est pareille, parce qu'on ne veut pas vraiment souffrir, là. C'est on une va constante. avoir en première analyse, c'est effectivement une constante qui concerne tous les êtres humains. C'est ça. Ça concerne peut-être aussi les animaux, mais ça, je ne connais rien. D'accord. Alors, le deuxième volet, maintenant, c'est lequel? Parce que là, on a parlé de psychologie. Le deuxième volet, ça serait lequel? Eh bien, il est exigé par les limites de cette théorie hédonique. C'est le fait que nous ne sommes pas des créatures guidées simplement par le psychologique. Nous sommes également guidés par des valeurs sociales, par des normes culturelles, par une aspiration à quelque chose de mieux. C'est ce qui fait que chacun de nous ne se contente pas de lire les choses qui lui procurent le plus d'effets cognitifs et le moins d'efforts cognitifs. C'est ce qui fait que des gens vont à l'opéra. C'est ce qui fait que les gens n'aiment pas l'opéra. C'est ce qui fait que des discours sur les réseaux sociaux, par exemple, peuvent nous choquer. Ça, c'est encore des normes sociales. C'est ce qui fait qu'on peut se sentir mal à l'aise de ne pas nous intéresser à ce qui intéresse nos amis. Comment? T'as pas vu ce film? Tout ça, c'est le social qui parle. Et négliger le poids des valeurs. Nous ne sommes pas simplement des créatures psychologiques, mais aussi des créatures sociales, grâce au ciel. Ça amène à ne rien comprendre de ce qui se passe. Si vous perdez l'un de ces aspects, le psychologique ou le social, alors vous n'avez aucune idée de ce qui se passe actuellement dans la sphère du débat public et tout ça vous semble chaotique, déraisonnable. C'est très raisonnable. Les choix des internautes sont en fait très raisonnables. D'accord. Donc là, on va parler de la théorie hédonique qui parle de psychologie et puis aussi d'un autre volet, les valeurs sociales. Quelque part, comme vous venez de le mentionner, la psychologie n'est pas vraiment complète parce que, comme vous l'avez dit tout de suite, là, on vit en société et puis, dépendamment des cultures, là, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Oui. Donc, ça va changer un peu la donne quelque part. Mais l'approche sociologique traditionnelle n'est pas complète non plus. Comme le relevait par exemple Lahire, comment expliquer que de grands penseurs avaient par ailleurs une passion pour les romans policiers? Ah ouais, là ça devient beaucoup plus compliqué. Et figurez-vous que les professeurs d'université ne passent pas leur temps à lire des livres compliqués. Parfois, quand ils ont le choix entre deux films, ils vont choisir le film d'action. Ça, c'est la cognition qui parle, c'est la pertinence. D'accord. Donc, selon vous, puisque celle des valeurs sociales n'est pas complète, celle de la psychologie n'est pas complète, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui vous a mené à faire des recherches qui pourraient trouver, on va dire, la fameuse solution, enfin? La fameuse solution, elle n'est pas de moi, c'est juste de dire, enfin, j'ai mis un petit peu du mien, mais il y a quand même 20 ans de recherche là-dedans. Wow. Mais c'est quand même de se dire, ça ne fonctionne pas. Une approche purement cognitive ne fonctionne pas parce qu'on trouve des tas d'exceptions que cette théorie ne peut pas prédire. L'approche sociale ne fonctionne pas non plus parce qu'elle a conduit à dire que le psychologique, c'est du social incorporé, peu importe, c'est une absurdité. Mais que si on rapproche les deux, si on admet que les êtres humains, en tout cas dans leur consommation culturelle, sont à la fois mus par des raisons psychologiques et par des raisons sociales, alors tout devient beaucoup plus clair, beaucoup plus logique. Mais pourquoi des gens n'avaient pas pensé à ça auparavant et puis on a passé 2000 ans C'est lié à l'épistémologie, c'est lié à la division du travail scientifique. On ne peut pas s'intéresser à tout. Le grand risque d'une recherche comme celle-ci, c'est l'éclectisme. Si on s'intéresse un petit peu à tout, on finit par avoir au résultat quelque chose qui est un chaos. Donc la plupart des spécialistes de quelque chose ne sont pas spécialistes de quelque chose d'autre. D'accord, wow. Ça, c'est un peu mêlant pour moi. Là, je vais vous garder avec moi, on revient juste après la pause. On revient juste après pour essayer de démêler un peu tout ce que M. Bertrand là-bas est en train de nous expliquer. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Oui, ton silence me le dit, que je vienne à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien, peut-être que je n'y peux rien. Je fais mine de rien, pardon de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tout va bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité, j'y étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec M. Bertrand Labasse. On essaie de comprendre un peu pourquoi on fait les choix qu'on fait habituellement à tous les jours. Puis là, on a dénoué un peu deux valeurs, je veux dire, la valeur sociale et la valeur psychologique qui, en fait, ne sont pas complètes, malheureusement. Donc, vous essayez, en fait, de créer un lien. C'est ça que je veux dire. Hein? Absolument. On pourrait penser que ça résulte de l'évidence, mais c'est ça que j'ai pensé. Prenons un exemple. Oui, je sais, je suis très fier d'avoir montré quelque chose qui intuitivement est absolument évident. Mais vous ne le trouverez pas dans les manuels de com. Mais c'est ça. Prenons un exemple dans une toute autre discipline, parce que quand vous dites je travaille sur pourquoi nous faisons ce que nous faisons, simplement dans notre sélection sur le marché discursif. D'accord. Je ne peux pas vous dire pourquoi vous préférez le tennis ou le football, c'est pas ma job. D'accord. Mais prenons le cas de l'économie. Le modèle économique classique, l'homo economicus, veut que les acteurs économiques soient guidés par l'optimisation de leurs bénéfices par rapport à leurs coûts. Simplement. Okay. Ça explique un certain nombre de choses. Sauf que la plupart d'entre nous, voire tous, nous ne sommes pas simplement guidés par l'optimisation de nos bénéfices par rapport à nos coûts. Nous sommes guidés par des considérations sociales. Pourquoi est-ce qu'on va donner une œuvre charitable, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on va accepter de payer quelque chose plus cher parce que la marque est du designer est chic ou quelque chose comme ça? C'est vrai, donc, ça ne veut pas dire que ce soit faux. Oui. Ça veut dire simplement que c'est partiel. Il en va de la même façon pour nos préférences sur les réseaux sociaux, dans ce que nous lisons, etc. Alors, quand on va parler de réseaux sociaux, ça nous amène à notre ère d'aujourd'hui, donc l'ère 2000, là, où ce que les réseaux sociaux, les médias sociaux, ça devient beaucoup en même temps. Donc, on reçoit beaucoup d'informations de partout et je me demande bien comment communiquer efficacement avec le modèle que vous êtes en train de travailler. Comment communiquer efficacement? Oui, c'est justement là-dessus. Alors, comment communiquer efficacement? On peut en tirer un certain nombre de choses, surtout si dans une perspective humaniste. C'est donner aux gens envie de s'intéresser aux choses qu'on estime importantes et pas simplement considérer normativement qu'ils devraient le faire, qu'on doit connaître ceci, le devoir de connaître est une chose d'érudit. Qui est de plus en plus douteuse aujourd'hui parce que chacun prend ce qui l'intéresse. Quant au devoir de connaître, il a beaucoup moins, c'est du social évidemment, c'est une norme sociale, elle a beaucoup moins d'efficacité que d'autres. Alors, je dirais quelque part que des formations, là, pour des gens qui nous regardent, excusez-moi, mais des formations où est-ce qu'on nous dit communiquer efficacement, où on nous donne des règles à suivre, ça ne fonctionne pas vraiment. Moi, j'ai déjà essayé, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Oui et non. Il se trouve que je m'intéresse beaucoup à ça, notamment c'est un champ très intéressant qui s'appelle la rédactologie, enseignement de la communication écrite, et qui est l'héritier de la rhétorique dans une certaine mesure. Et quand on regarde quelles sont les bases scientifiques de ça, puisque mon travail, ça a été justement de partir notamment de tas de conceptions et de dire est-ce qu'il y a des fondements scientifiques réels à ça, on s'aperçoit, je dirais, que la moitié sont relativement justes, même si souvent ceux qui les écrivent savent pas pourquoi elles sont justes. Donc, ils se basent sur quelle valeur, vous pensez? Les valeurs sociales? Oui, non, c'est essentiellement sur la pertinence. Si vous prenez les règles de la communication,
Il se trouve que j'ai fait une étude sur 50 manuels de communication, en me demandant sur quoi ils se fondent, qu'est-ce qu'ils disent exactement, sur quoi ils se fondent, est-ce que c'est juste. Ça m'a pris pas mal de temps. Et on s'aperçoit que les principales règles, c'est toujours les mêmes. C'est utiliser des mots courts, faites des phrases courtes, dites l'important d'abord et gardez ça simple. Ces 4 règles-là, ce sont toutes les mêmes, c'est réduisez l'effort cognitif. En revanche, est-ce que vous trouvez beaucoup de choses sur comment accroître l'effet cognitif, c'est-à-dire comment rendre l'information plus pertinente? On ne trouve pas grand-chose là-dessus. Non. Ensuite, si vous rendez l'information plus pertinente, on peut vous accuser, par exemple, de sensationnalisme. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes sociales de l'autre côté qui vous disent ce que vous pouvez dire ou pas. D'accord? Est-ce qu'on en parle? Non. Donc, je dirais que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent très simpliste. C'est pas complètement faux, mais vous n'allez pas forcément loin avec ça. Ce qui est important aujourd'hui, pour ceux qui pensent dans l'espace du débat public qu'il est important que la raison garde une place, que le débat fondé en raison garde une place, et vous voyez que c'est de moins en moins évident, c'est de se poser les questions en des termes comme quel effet, quelle est la pertinence de mon discours, jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller par rapport à mes normes pour rendre mon discours pertinent, mais surtout de ne pas supposer que les gens ont un devoir de savoir et que parce que ce qu'on a à dire est important, les gens vont le considérer comme important. D'accord. Donc, dans ce cas de figure-là, pour des entreprises ou bien des gens qui, surtout, on va aller toujours sur le champ des médias sociaux, qui utilisent ça, c'est comme vous le dites, là, instinctivement, il se dit, par exemple, si on présente un produit pour perdre du poids, ça va forcément plaire à tout le monde. Et il y en a qui sont un peu déçus et puis qui se retirent. J'en ai vu une, en tout cas, c'était dans mes réseaux sociaux, qui s'est retirée, je ne mentionnerai pas, mais qui s'est retirée juste parce que, en fait, les produits, apparemment, n'étaient pas de bonne qualité. Mais la communication était super bonne. Oui, mais et c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, vous n'avez qu'à me regarder pour ça. Mais moi d'ailleurs, là. Alors, est-ce que le produit marche ou ne marche pas? En général, ça ne marche pas, mais ce n'est pas la question. Effectivement, je ne m'intéresse qu'au message. Oui, c'est ça. Au message. Et par exemple, il y a beaucoup à dire sur la convocation de résultats scientifiques ou pseudo-scientifiques dans la publicité. Vous savez, les études cliniques montrent que, quelles études, etc. Les normes scientifiques, les contraintes sociales voudraient qu'on explicite quelles sont ces fameuses études. On s'apercevrait que ce n'est pas des études du tout. Donc, c'est choquant socialement, en tout cas pour ceux qui sont capables de se rendre compte de ce biais-là. Mais en même temps, ça produit beaucoup d'effets cognitifs. C'est ce qu'on peut appeler un effet cognitif de second niveau, c'est-à-dire est-ce que c'est bon pour moi? OK, d'accord. Donc, de tout notre discussion jusqu'à date, de ce que je retiens, si vous avez pris les valeurs sociales et d'une part les valeurs psychologiques et que vous les avez mises ensemble pour travailler sur l'œuvre qu'on voit maintenant à l'écran, la seule question que tout le monde devrait se poser, c'est est-ce que ce que je vais dire est pertinent? C'est ça? Oui, en fonction des contraintes, d'une certaine façon. Ça ne pose pas qu'une seule question. L'un de mes grands plaisirs, c'est que ça amène à se poser beaucoup de questions. D'accord. Mais c'est un des points. C'est un des points qui est s'exprimer aujourd'hui dans le climat de concurrence communicationnelle extrême entre tous les contenus proposés. On peut parler à l'intelligence des gens. Il ne suffit pas de simplifier. Au lieu de sursimplifier, on peut aussi essayer de rendre intéressant. Mais ça a un coût. Ça a un coût normatif qu'on a intérêt à bien réfléchir. D'accord. On parle de quoi quand vous parlez de coût? On parle de quoi? Qu'est-ce qui devrait être intégré dans le message, dans le fond? Regardez, quand je vous parle, je simplifie un certain nombre de notions scientifiques. Merci forcément. Beaucoup. C'est assez normal. Mais c'est un coût normatif parce qu'en même temps, je suis un chercheur et je me dis, est-ce que d'un point de vue normatif, je peux dire ça sous une forme aussi simplifiée alors que je sais que scientifiquement, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, je fais un arbitrage conscient en me disant, d'accord, peut-être que des collègues, des spécialistes de la psychologie cognitive ou de la sociologie de la culture vont me dire, tu simplifies trop. Oui, parce que, mais j'assume ce coût normatif pour rendre le message plus pertinent, c'est-à-dire demander moins d'efforts et, si possible, produire plus d'effets. Intéressant. Fait que dans ce livre-là, Valeur des informations, je pense qu'il est accessible à tout le monde. En fait, toutes les personnes, pas seulement des chercheurs ou vos collègues, mais des personnes qui ont envie de communiquer efficacement. Je pense, mais il a fallu violer pas mal de normes pour ça, y compris des normes éditoriales, c'est-à-dire que c'est un livre où chaque partie est rédigée, chaque chapitre est rédigé de façon assez simple, mais comme je suis quand même un chercheur, il y a eu tas de baratins abstraits, je ne pense pas que ce soit du baratin, de précision plus compliqué qu'on a repoussé, c'est-à-dire que chaque chapitre est suivi par un wagon
de précision scientifique. OK. Fait qu'à la fin, après avoir lu ça, qu'est-ce que la personne qui l'a en main devrait retenir de ça? Comme les différents points, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de messages, entre autres, on parle de pertinence, mais quels sont les autres points que vous énumérez juste? La communication n'est pas un chaos. La communication contemporaine, elle suit un certain nombre de constantes qui nous permettent de la comprendre, qui nous permettent de nous comprendre nous-mêmes, de comprendre nos messages et à travers ça, de mieux comprendre l'espace du débat public. D'accord. Alors, ce livre-là, en fait, on est là, mais en train de discuter de lui, mais il n'est pas encore finalisé, là. Vous êtes encore en train de travailler. Il est en train de travailler encore. On est en train de travailler sur quelques aspects, justement, normatifs, liés au principe de l'édition, etc., mais il est pratiquement terminé. Il nous fait combien de pages, vous pensez? À date, on est rendu à combien de pages? Ça va être un gros bébé. Attends. Qui vous a pris beaucoup de temps, plus de 20 ans de recherche. Oui, alors c'est pas le livre qui m'a pris 20 ans de recherche. J'ai fait beaucoup de publications là-dessus. Et puis, j'ai pas travaillé que là-dessus. Je travaille aussi sur l'histoire du journalisme, sur d'autres choses. Mais ça, c'est un petit peu l'aboutissement de 20 ans de travaux sur cette question parce que j'étais pas satisfait des modèles qui se proposaient à moi. Je me disais, ça marche pas. Et ça marche pas. En tant qu'enseignant, si j'enseigne ça à mes étudiants, ça va pas les aider beaucoup. Et en tant que chercheur, je voyais des phénomènes qui tantôt se pliaient à la théorie, tantôt ne correspondaient plus du tout. Je vais vous garder avec moi, on va faire la conclusion ensemble. Volontiers. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois Mireille Saint-Pierre et Marie-Nicole Lamoureux qui font des visites à l'hôpital en tant que clowns pour égayer leur journée. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Geneviève et Alain qui nous parlent de leur nouvel album et nous présentent un extrait rempli de chaleur. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec M. Bertrand Labasse qui est en train de travailler sur la valeur des informations. En fait, un ouvrage qui va nous aider à comprendre pourquoi on a certaines préférences, on fait certains choix. Et à la fin de notre discussion, moi, je retiens qu'il faut vraiment beaucoup de pertinence aussi pour pouvoir communiquer efficacement. Et qu'est-ce que j'ai retenu d'autre là en secondo, c'est qu'il faut essayer de passer le message de manière à toucher. Qu'est-ce que vous avez dit là? On parlait de cognitif et tout là, concernant le fait que, en fait, il fallait donner un message et faire moins de cognitif, en fait. On peut dire ça autrement. On n'a pas forcément besoin d'utiliser ces termes qui sont des termes assez académiques. Merci, on va faire simplifier. On a le devoir d'être intéressant. Juste ça. On a le devoir d'être intéressant. Merci beaucoup. Alors, la valeur des informations, ça va paraître en mai 2020. Donc, ce n'est pas encore finalisé, mais moi, je vais passer l'information dès que ça sera prêt pour que les gens puissent le prendre. Merci encore d'avoir pris le temps d'avoir partagé ça. Ça m'a fait plaisir. Alors, vous à la maison, comme j'ai mentionné, l'ouvrage n'est pas encore prêt, mais en mai 2020, je veux forcément vous le rappeler. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain, à l'émission, on va passer un bon moment dans la joie avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire qui sera avec nous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.